Bonjour, je suis Clément Dagnès, vous venez de rejoindre l'État-Major, le podcast de l'Express consacré à la défense. Il y a une douzaine d'années, on comptait sur les doigts d'une main les pays européens à maintenir un véritable service militaire obligatoire, c'est-à-dire une conscription. La Finlande et l'Estonie, aux portes de la Russie, Grèce et Chypre, en contentieux avec leurs voisins turcs. Il y a également deux armées en dehors de l'OTAN, avec un modèle citoyen très particulier, l'Autriche et la Suisse. Tout a changé après l'annexion de la Crimée en 2014. Et tout s'accélère depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe de février 2022. Les armées du continent ne font pas que se rééquiper en chars, en drones, en munitions. Elles veulent se réarmer au niveau humain. Plusieurs pays ont rétabli la conscription, dans le nord de l'Europe comme la Suède, le Danemark, la Lituanie et la Lettonie. D'autres en débattent, publiquement, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la France, où il est surtout question de faire monter la réserve en puissance. Une grande mobilisation humaine s'amorce en Europe. Pour en parler, je reçois une spécialiste des relations entre les armées et les nations, une spécialiste de la perception des forces militaires par les populations, Bénédicte Chéron. Elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris et elle a publié « Les Français et leur armée, état des lieux » aux éditions Armand Collin. Bonjour Bénédicte Chéron. Bonjour. Alors on vient d'en parler, pays nordiques et baltes et d'autres, pourquoi un certain nombre de nations européennes choisissent d'en revenir à la conscription, c'est-à-dire au service militaire obligatoire ? Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de décrire et dans la manière dont un certain nombre de pays effectivement rétablissent, il faut le préciser, des formes de conscription ou des formes d'appel qui ne sont pas exactement le service militaire obligatoire que nous avons en tête, particulièrement nous Français, mais beaucoup d'autres pays européens ont en tête, c'est-à-dire l'appel massif total de chaque classe d'âge masculine ou masculine et féminine aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a une donne territoriale qui joue et les différents dispositifs qui existent dans ces pays, on le voit, sont des dispositifs qui sont plus rapidement mis en place ou remis en place ou inventés, là où la proximité géographique avec une menace territoriale, c'est-à-dire une menace d'invasion du territoire, est forte. Et c'est vraiment une constante, globalement dans l'histoire, de constater que ce qu'on appelle la conscription, c'est-à-dire l'appel de non-volontaires sous les drapeaux, est intrinsèquement lié à une menace qui pèse sur un territoire. Alors on va revenir sans doute sur cette notion d'appel non-volontaire, d'appel de non-volontaires sous les drapeaux, parce qu'on voit que même dans ces dispositifs qui existent plus à l'est ou plus au nord de l'Europe par rapport à nous, le volontariat est quand même souvent suscité. Il y a une forme, la contrainte est assez légère en fait, mais il y a vraiment un lien qui existe et même dans notre histoire à nous Français, on voit bien que l'histoire de la conscription en fait est calibrée sur celle des menaces territoriales. Et quand on parle de menaces territoriales, c'est vraiment la question de l'invasion du territoire par une armée ennemie qui fait peser une menace sur la souveraineté de la population qui joue et qui opère. Oui, et là, en l'occurrence, on a donc les pays qui sont autour de la mer Baltique, les pays nordiques notamment, qui partagent une mer commune avec la Russie et une flotte importante et des îles de la mer Baltique qui peuvent être facilement menacées. Également, des pays baltes. On savait que l'Estonie avait conservé sa mobilisation de la jeunesse en masse, mais ce n'était pas le cas de la Lituanie et de la Lettonie. Ce qu'il y a d'intéressant, et j'aimerais que vous m'en parliez un peu plus, c'est que elle est pour l'instant sélective. On ne prend qu'une partie d'une classe d'âge. Oui, parce qu'on voit bien que même dans des pays où la question de la défense de la frontière, ce que vous décrivez autour de la Baltique, pour les pays baltes, etc., la question qui se pose est vraiment celle de la défense de la frontière, telle que nous l'avons connue sur le Rhin, en 1870, en 1914, en 1939-40. La question de la défense de la frontière, c'est une question qui impose des choix politiques, et on voit que c'est un moteur important de réflexion politique dans ces pays, mais on voit malgré tout que ces pays vivent dans des régimes qui sont grosso modo des démocraties libérales, en tout cas des démocraties qui visent à
adhérer aux valeurs libérales et que la contrainte militaire entre en contradiction apparente avec les valeurs de la démocratie libérale. Et puis, il y a une question de valeur, mais il y a aussi une question de mode de vie. Ce sont aussi des pays qui, depuis la fin de la guerre froide, se sont ouverts à des modes de vie libéraux, eux aussi, c'est-à-dire où chacun, en fait, pose un certain nombre de choix individuels, où le poids des normes collectives s'est considérablement allégé. Et on voit bien que, en fait, la contrainte militaire, la contrainte de la conscription, elle a fonctionné avec efficacité dans des époques où les modes de vie étaient beaucoup moins individualisés, beaucoup moins ouverts à l'idée que le choix individuel prime sur la norme collective. Et donc, même quand la menace pèse à la frontière, sur la frontière, eh bien, il faut combiner. En fait, il faut effectivement qu'il y ait une combinaison qui s'opère entre l'idée de la contrainte qui pèse sur une classe d'âge, sur une génération à qui on demande de rendre service pour défendre la frontière, y compris de le faire dans des formes militaires, et des modes de vie qui sont assez éloignés de ce qu'imposent les contraintes militaires. Pourquoi c'est plus intéressant pour un pays comme le Danemark ou comme la Suède de ne prendre qu'un petit pourcentage d'une classe d'âge en étant très sélectif ? Alors en fait, de toute façon, on voit bien que dans tous ces pays, et cela devrait nous instruire aussi dans notre réflexion à nous, pays qui sommes plus à l'ouest sur ces questions-là, la question qui se pose, c'est d'abord celle d'un besoin militaire. Donc on définit un besoin militaire. Et on pose, les autorités politiques et les chefs militaires, les états-majors, pose des chiffres en fonction d'un besoin militaire, donc qui est évalué en fonction de l'état de la menace, en fonction aussi des équipements dont on dispose pour équiper les appelés, parce qu'on oublie souvent dans notre débat français ou ouest-européen que des appelés, si on veut vraiment qu'ils rendent service sur le plan militaire, il faut pouvoir les équiper. Donc il y a évidemment d'abord cette balance qui s'opère, menace et puis budget pour équiper les appelés, ça nécessite de l'argent d'équiper des appelés, et puis il y a une deuxième question qui est celle de la motivation des appelés, parce que ce que l'histoire nous enseigne aussi, et ce qu'on voit, c'est que en fait, quand les sociétés ont fait l'expérience des modes de vie individualisés, de la démocratie libérale, il est plus intéressant souvent de disposer de soldats motivés, de combattants motivés, de militaires motivés, que d'une masse de militaires qui n'ont pas forcément les compétences dont on a besoin et qui, par ailleurs, ne sont pas forcément très motivés. Voilà, motiver des combattants, motiver des militaires, quand la menace n'est pas immédiate, quand il n'y a pas le combat, quand la guerre n'est pas ouverte, c'est difficile. Et donc, faire appel à des compétences précises et à des gens qui sont plutôt motivés, ça peut opérer de meilleurs résultats que d'avoir une masse de combattants dont on ne sait pas forcément très bien quoi faire. À cela s'ajoute ce qui peut apparaître comme une nouveauté, c'est la féminisation de ce service militaire chez tous ces pays qui font le choix d'en revenir à une forme de conscription. On sait qu'elle est obligatoire chez les Scandinaves, qu'elle est volontaire ailleurs. Quelle est votre analyse de cet aspect-là ? Alors, c'est vrai qu'on le perçoit comme une nouveauté parce qu'on a aussi un regard dans notre temps qui fait que nous sommes assez attentifs aux questions de mixité et de mixité homme-femme. Il faut avoir conscience que dans un certain nombre de pays, le service militaire était déjà ouvert aux femmes à l'époque où il existait. Par exemple, en France, le service militaire s'ouvre au volontariat féminin dans les années 1970, mais il s'ouvre au volontariat féminin à un moment où, de fait, la population française ne comprend plus forcément très bien à quoi sert l'appel sous les drapeaux. Donc, le nombre de volontaires féminines est assez faible. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la rencontre entre une époque où toutes les questions de mixité sont vraiment très présentes dans le débat public et où, de fait, institutionnellement, et parfois dans les textes de loi, dans les règlements, il est devenu difficile de réserver des dispositifs à des hommes ou à des femmes, et où partout la question de l'égalité femmes-hommes s'est installée. Donc il y a effectivement cet écho très fort entre l'ouverture des services militaires au volontariat féminin, voire l'obligation du service militaire pour les femmes, et des époques où cette question de la mixité est devenue très prégnante, ce qui n'était pas encore le cas dans les années 1970. Alors vous en avez parlé un peu, le débat autour du service militaire, il est revenu un peu plus fort ces derniers temps. On le sait en France, évidemment, mais également chez nos voisins, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni aussi, lors de la dernière campagne législative. Qu'est-ce que ça nous dit des questionnements qu'on a
à l'ouest du continent face aux menaces et face à l'état de la société? Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre l'est et l'ouest du continent, et je dirais qu'il y a aussi une différence à l'ouest du continent entre les pays qui disposent de la dissuasion nucléaire et les pays qui n'en disposent pas. Et je pense que ça introduit une ligne de fracture dans nos débats sur le service militaire dont il faut avoir conscience. Parce que les pays qui disposent de la dissuasion nucléaire, en fait, disposent d'une arme qui constitue une forme de rempart et qui évite de fait depuis plusieurs décennies, que la question de l'invasion territoriale se pose dans les termes qui étaient ceux d'avant l'acquisition de la dissuasion nucléaire. Donc le Royaume-Uni et la France ont un débat un peu différent sur le service militaire. On voit qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, cette question de la dissuasion nucléaire n'existe pas, que la mémoire de ces pays et l'histoire de ces pays est marquée par des processus d'invasion territoriale, soit qu'ils en soient à l'initiative, soit qu'ils les aient subis. Et donc forcément, la question de la conscription retrouve son rôle fondamental en fait de défense de la frontière contre l'invasion territoriale. Avec probablement, il faudrait vraiment travailler sur le sujet et il y a des travaux en cours en sciences politiques sur le sujet qu'il faudrait creuser, mais par exemple du côté de l'Allemagne, aller voir aussi comment résonne une histoire ancienne pour l'Allemagne qui est l'histoire d'une puissance et d'une puissance qui est aujourd'hui une puissance économique et industrielle, mais qui a été une puissance militaire. Et donc pour les Allemands, posséder une armée plus forte, ça peut aussi signifier quelque chose en termes de puissance retrouvée pour peser sur des équilibres internationaux, pas seulement par la puissance de leur industrie, mais aussi par cette puissance diplomatique et militaire. Pour le Royaume-Uni et la France, la donne est un peu différente parce que nous avons la dissuasion nucléaire, que donc nous avons ce rempart. En tout cas, c'est ainsi que les populations perçoivent l'arme nucléaire, comme un rempart. Les Britanniques, par ailleurs, sont sur une île, comme chacun sait, ce qui vient aussi déterminer un certain nombre de perceptions des menaces. Et on voit bien que ce sont deux pays dans lesquels, finalement, le débat sur le service national, mais pas forcément militaire, existe depuis plusieurs années, a retrouvé une coloration très kaki depuis 2022, depuis février 2022. Mais ce sont deux pays dans lesquels le débat sur le service national et sur le service militaire a d'abord été provoqué par des inquiétudes de politique intérieure, par des inquiétudes sur ce qu'on appelle la cohésion sociale, la cohésion nationale. C'est particulièrement prégnant en France, c'est aussi un peu le cas en Grande-Bretagne, et probablement que si nos débats en Grande-Bretagne et en France sur le service militaire sont aussi marqués par des inquiétudes qui sont de l'ordre de la politique intérieure et de l'état de la société, c'est parce que nous possédons la dissuasion nucléaire et que donc nous avons un peu oublié que la fonction première de la conscription, ça n'est pas de créer du lien social et national, c'est de défendre la frontière. Alors c'est un point intéressant, ces deux pays, le Royaume-Uni et la France, disposent tous les deux de la dissuasion nucléaire. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi la France n'a renoncé à la conscription qu'en 1997, soit 37 ans d'ailleurs après le Royaume-Uni? Très longtemps après le Royaume-Uni, en effet. Il faut avoir en tête, on l'a un peu oublié, qu'en fait, on envisage dans les années 1960 de renoncer au service militaire généralisé, obligatoire tel qu'il était pratiqué, qu'en 1965, quand on crée le service national dans lequel le service militaire trouve sa place, qui est la place principale, mais qui n'est qu'une place parmi d'autres, on parle à l'époque d'un service militaire sélectif, et en fait, cette hypothèse est sortie du champ pour plusieurs raisons, qui sont assez complexes à démêler. Il y a une première raison qui tient au fait que, assez rapidement, en fait, le service militaire est présenté notamment quand Michel Debré devient ministre de la Défense en 1969. Il a un attachement très viscéral au service militaire et à l'idée que le service militaire est le moyen de manifester la volonté de défense de la nation, sans qu'on arrive très bien à expliquer concrètement aux Français pourquoi est-ce qu'on a besoin du service militaire pour manifester la volonté de défense de la nation, parce qu'en fait on ne sait plus très bien expliquer aux Français à quoi servirait cette armée de masse que l'on constitue par le service militaire. En fait, avant que Michel Debré n'arrive comme ministre de la Défense, on envisage le service militaire sélectif, c'est Pierre Messmer à l'époque qui est ministre des Armées, parce que on voit bien que se produisent plusieurs phénomènes concomitants. D'abord, effectivement, la dissuasion nucléaire joue le nouveau rôle de rempart. Le second processus qui est à l'œuvre, c'est que les générations du baby-boom vont arriver à l'âge adulte et qu'elles sont très nombreuses, ces générations du baby-boom, et qu'en fait, il y a une inquiétude sur le fait qu'on puisse équiper
tous les appelés qui arriveront à l'âge adulte. Et puis, il y a globalement une modernisation des armements qui fait qu'on se dit qu'on a moins besoin d'une armée de masse. Et donc, on l'envisage, ce passage à l'armée de métier, de manière très progressive. Mais finalement, après mai 68, s'installe l'idée qu'il faut créer de l'unité. Et l'idée que le service militaire fabrique de l'unité nationale devient prédominante dans le débat public. Donc il y a cet attachement qui se crée à ce moment-là. Et on voit que c'est à ce moment-là que s'opère une bascule où finalement, les Français, dans toutes les enquêtes d'opinion qui émergent dans les années 60 et 70, disent qu'ils sont plutôt favorables à la bascule vers une armée de métier, mais dans le même temps, favorable aussi au maintien du service militaire. Ce qui est intéressant parce que c'est totalement contradictoire, mais ça montre que les Français veulent une armée de métier pour leur défense au sens militaire du terme, et le service militaire pour autre chose, qui est fabriquer du lien social et du lien national. Voilà, sachant que ce dont on se rend compte progressivement, c'est qu'en fait le service militaire n'est pas vraiment une fabrique de lien social et national, ne vient pas modifier fondamentalement les grandes évolutions de la société française. Donc il y a quelque chose là d'un peu contradictoire, un attachement un peu mythologique en fait à un service militaire qui, il est vrai, a aussi participé à la victoire en 1918. Donc on oublie qu'on a perdu en 39-40 avec une armée de conscription et on se souvient en revanche qu'on a gagné en 14-18 avec une armée de conscription. Oui, parce que c'est vrai que les derniers sondages en France montrent qu'une majorité de Français, au-dessus de 50%, sont favorables au service militaire obligatoire. Alors, c'est très stable, en fait, et pas seulement depuis la professionnalisation. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, depuis les années 70, on a toujours à peu près au moins 6 Français sur 10 qui disent qu'ils sont favorables au service militaire obligatoire. Mais quand on creuse, en fait, ce que demandent ces Français, c'est un rite social commun, collectif, pour chaque classe d'âge au moment du passage à l'âge adulte, avec une finalité militaire qui n'est pas comprise. En fait, dans les années 70, les appelés, en théorie, ils doivent encore servir à combattre. D'ailleurs, ils sont préparés à ça. Et il y a l'hypothèse, qui d'ailleurs redevient très forte à la fin des années 70, au début des années 80, d'une grande confrontation avec l'Est, qui pourrait nécessiter une armée de masse. Mais c'est indicible, à la fois dans le contexte de l'époque et alors que nous avons la dissuasion nucléaire, de dire aux Français on maintient le service militaire parce qu'on envisage de mobiliser plutôt en dehors de nos frontières, à l'est de nos frontières, donc en Allemagne en fait, 200 000, 300 000 combattants qu'on exposerait au feu ennemi, alors que nous avons la dissuasion nucléaire pour protéger notre territoire. Et comme c'est indicible, on raconte une autre histoire. Et on dit que le service militaire fabrique du lien social et du lien national. Donc en fait, depuis les années 70, effectivement, 6 Français sur 10 sont favorables au maintien du service militaire, avec l'idée que le service militaire fabrique du lien social et national. Or, plus on creuse et plus on confronte l'histoire du service militaire avec l'histoire de la société française, plus on se rend compte que le service militaire, en fait, n'a pas empêché les grandes fractures sociales, idéologiques, qui traversent la société française depuis plusieurs décennies. On se rend compte, par exemple, dans les années 1980, à un moment où la jeunesse française inquiète, et notamment où commence à naître une inquiétude pour la jeunesse issue de l'immigration. Le service militaire devient très vite un réceptacle de cette inquiétude pour la jeunesse issue de l'immigration. Et il y a des rapports qui, à la fin des années 80, qui diagnostiquent l'échec du service militaire à intégrer les jeunes issus de l'immigration. Et donc, il y avait 2 options. C'était de se dire soit, en fait, ce n'est pas le travail du service militaire d'opérer cette intégration qui doit passer par d'autres biais, les familles, l'école, la culture, etc. Soit, au contraire, de confier encore davantage le sujet au service militaire en cherchant des manières de le faire réussir dans cette voie. C'est ce que Jean-Pierre Chevènement a essayé de faire quand il était ministre de la Défense à partir de 89. Et en fait, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas mieux fonctionné. Donc, on voit en fait que toutes les grandes fractures ou toutes les grandes inquiétudes pour les fractures de la société française, elles sont confiées au service militaire tant qu'il existe. Et à chaque fois qu'elles sont confiées au service militaire, ce qu'on constate, c'est que le service militaire ne produit pas les effets attendus sur l'état de la société. Donc cette époque de la conscription, elle a été totalement mythifiée dans l'esprit du public. Alors elle est mythifiée pour des raisons à la fois récentes, effectivement celles des années 70 et 80, où on maintient le service militaire contre vents et marées sans dire à quoi serviraient les appelés dans une fonction directement militaire et combattante. Et elle est mythifiée aussi parce que le service militaire contemporain, celui que nous connaissons, il est né à la fin du 19e siècle, dans le contexte de la défaite de 1870, au moment où la Troisième République
installe aussi un récit des origines sur ce qu'est la République française, où il y a le fameux mythe aussi des hussards noirs de la République qui s'installent dans l'école de la République. Et le service militaire dans nos esprits français du début du XXIe siècle, dans une société qui se perçoit comme une société en crise, vient rappeler aussi une autre époque qui est celle d'une Troisième République qui, dans les lendemains de la défaite de 1870, dans un moment où la société française est inquiète pour elle-même, pour sa souveraineté, a construit quelque chose qui a gagné en 14-18 face aux Allemands. Donc, si vous voulez, il y a plein d'étages dans cette mythologie, à la fois celle de la fin du 19e siècle, de la victoire de la Première Guerre mondiale, des années 70 et des années 1980, où on confie en fait aux armées toutes les inquiétudes qu'on a pour la jeunesse à l'époque, et qui font qu'effectivement, dans les années 2000, cette mythologie du service militaire comme facteur de cohésion sociale et nationale ressurgit d'autant plus fort que les inquiétudes sur le lien national, sur le lien social, sont de plus en plus fortes. Et on voit qu'on essaye d'une certaine façon de recréer des services militaires, comme ce SNU, le service national universel, qui concernait les 15-17 ans et qui pourrait être prochainement abandonné au profit d'un service militaire volontaire. Il semble que le président Emmanuel Macron y tienne. Quels avantages et quels inconvénients a un tel dispositif ? Alors, le SNU, il était vraiment très emblématique de ce débat très brouillé que nous avons par notre mémoire collective sur ce qu'est le service militaire. Parce qu'on voit bien que le SNU, il a été annoncé dans le cadre d'un programme de défense du candidat Emmanuel Macron à l'époque en mars 2017. Donc, on était dans le cadre de l'annonce du programme de défense comme une expérience militaire pour créer de l'unité autour de la République, pour faire mieux connaître les valeurs de la République. Donc, on avait ce brouillage très emblématique du débat français sur le service militaire. Et la plasticité du dispositif, en fait, depuis qu'il a été conçu, montre à quel point il n'avait pas de finalité clairement militaire. D'ailleurs, il n'en a jamais eu. Il a été successivement le réceptacle des inquiétudes françaises pour la jeunesse issue de l'immigration dans le contexte post-attentat de 2015, parce que c'est comme ça que le projet est né. Puis, au moment du Covid, on a vu que le SNU pouvait devenir une coquille pour héberger nos inquiétudes sur notre capacité à faire face à des crise, alors on utilise le mot crise sans bien définir de quoi on parle, mais de nature variée. Alors il fallait à nouveau mobiliser les jeunes pour rendre service sans qu'on sache très bien pourquoi exactement. Et puis on voit que depuis février 2022, le SNU est devenu le réceptacle d'une inquiétude sur notre capacité à nous défendre dans des contextes qui sont eux-mêmes mal définis, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on nous parle quand on articule le lien entre la menace russe et le service national universel. Donc la plasticité du dispositif était vraiment emblématique de notre difficulté à poser un débat clair sur ce qu'était le service militaire et ce qu'il pourrait être aujourd'hui. Et quand on parle de service militaire volontaire aujourd'hui, il y a deux difficultés. La première, c'est que le service militaire volontaire, il y a déjà un dispositif qui s'appelle service militaire volontaire, mais qui est très emblématique lui aussi de nos brouillages français, parce qu'en fait, il est un dispositif d'insertion professionnelle pour des jeunes volontaires avec un encadrement militaire, mais le dispositif n'a aucune finalité militaire. Donc, si on passait à un vrai, si je puis dire, service militaire volontaire, il faudrait se poser deux questions. D'abord, quelle est la finalité de ce dispositif ? Que veut-on proposer à ces jeunes ? Est-ce qu'on veut leur proposer quelque chose qui est de l'ordre de l'activité militaire parce qu'on pense que c'est positif pour eux, sans qu'on sache très bien expliquer pourquoi, ou est-ce que le dispositif répond à un vrai besoin militaire ? Et s'il répond à un vrai besoin militaire, il faut être capable d'expliquer dans quel type de scénario ces jeunes Français qui passeraient par ce service militaire, qui seraient donc volontaires, pourraient rendre service de manière militaire à la nation. Et il faut le rendre concret, parce que précisément, pendant des décennies, on a maintenu un service militaire sans expliquer concrètement ce à quoi servaient les appelés pour la défense militaire de la nation. Et puis il y a un deuxième sujet qui est de se demander si, en voulant créer des dispositifs de ce type, finalement, on renforce la défense nationale ou on l'affaiblit. Ça a l'air un peu contre-intuitif, mais en fait, encadrer des jeunes dans un service militaire volontaire, si on veut les former, si on veut les accompagner correctement, ça coûte cher parce que ça nécessite des cadres humains, donc des hommes et des femmes qui sont a priori des militaires de métier, des militaires professionnels et qui donc devraient se consacrer à la formation de ces jeunes sur des durées assez courtes. Et puis il faut les équiper. Et là encore, on revient à une question qui est de se dire que c'est très bien de vouloir recruter ou d'avoir plus de masse humaine, mais sans les équipements, la masse humaine ne sert pas forcément à grand-chose.
On voit qu'actuellement, la volonté de Paris, mais aussi de Londres et d'autres pays, c'est plutôt de mettre l'accent sur la réserve. Comment cette utilisation de la réserve a évolué depuis la fin des services militaires en Europe, dans les années 90, un peu dans les années 2000 et pourquoi évolue-t-elle d'ailleurs encore? Alors, c'est assez compliqué à démêler parce qu'en fait, la réserve est apparue très vite quand les services militaires ont été suspendus comme un palliatif. Très souvent. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des inquiétudes militaires sur le fait de manquer de bras, de mains, de corps et d'intelligence pour combler la perte que constituait l'abandon du service militaire. C'est-à-dire que de fait, les appelés faisaient des choses, donc il fallait remplacer. Donc il y a cette inquiétude de dire il faut quand même malgré tout un peu plus de monde. Donc ça c'est le premier point, mais ça veut dire que c'est pas très motivant parce que ce qu'on dit aux gens c'est en fait vous êtes un palliatif des militaires professionnels, ça coûte trop cher. Les appelés on les a plus. Est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose entre les deux qui s'appelle un réserviste? Voilà, c'est pas extrêmement valorisant. Et par ailleurs, on voit bien que dans le débat politique, dans le débat public, la réserve s'est aussi installée comme une espèce de palliatif à la fin du service militaire, en disant si on maintient des réservistes, peut-être qu'on va maintenir un meilleur lien armée-nation. La notion de lien armée-nation ou d'esprit de défense étant elle-même un peu problématique parce que finalement, jamais personne n'est capable tout à fait d'expliquer ce que ça veut dire concrètement. Et donc dire à des gens venez servir dans la réserve parce que vous améliorez la relation entre les armées et la société, ça reste quelque chose de très évanescent. Donc, en fait, les réserves ont pendant longtemps été perçues comme des dispositifs un peu palliatifs, même si personne n'ose le dire en ces termes-là, à la fois par les militaires, par les politiques et par les populations. Et donc là, le débat évolue parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui, après une vingtaine d'années pour la France, un peu plus pour d'autres pays, d'expérience de l'armée de métier, d'expérience de l'armée professionnelle, la conscience qu'il peut y avoir une difficulté s'il faut monter en puissance pour recruter rapidement des compétences plus que des bras dont on peut avoir besoin. Oui, justement, au ministère des Armées, l'objectif affiché en ce moment, c'est mobiliser les compétences plutôt que la masse. Avec la réserve, mais aussi avec la nouvelle journée défense et citoyenneté qui sera mise en place et généralisée en septembre, que tous les jeunes Français sont tenus de faire entre leurs 16 et leurs 25 ans. Ils seront notamment encouragés à renseigner une application sur leur évolution scolaire et professionnelle. Oui, alors ça, c'est une nouveauté qui est très intéressante parce que ça vient montrer comment est-ce que, en fait, il y a eu un passage à l'armée professionnelle à la fin des années 90 en France, au début des années 2000, qui s'est fait très vite, en fait, et très bien, parce que cette décision est venue en fait accomplir ce qui existait déjà dans les faits, c'est-à-dire qu'il y avait un service militaire qui était devenu une espèce de vaste service public de la jeunesse d'un côté et puis une armée professionnelle de l'autre, avec quelques appelés volontaires dans l'armée professionnelle. Donc le passage s'est fait très rapidement et la direction du service national et de la jeunesse qui existait à l'époque est devenue une espèce de coquille creuse à qui on a confié tous les sujets de contact entre les armées et la jeunesse, sauf le recrutement, qui est confié aux armées, à chaque armée, sans trop savoir ce qu'elle pouvait en faire. Voilà. Et donc, par ailleurs, on était dans des moments où on avait l'idée que sans doute on allait vers des horizons de paix, parce que les années 90 étaient propices à cet optimisme sur le plan des relations internationales. Et donc, finalement, la DSNJ, la Direction du service national et de la jeunesse, est devenue une espèce de bureau d'animation. Je ne veux pas donner l'impression que je méprise ceux qui ont accompli cette tâche du mieux possible depuis plusieurs années, mais voilà, d'animation des relations entre les armées et la jeunesse, sans qu'il y ait vraiment des missions qui soient très clairement définies par ailleurs et des tâches concrètes très, très claires. Là, on voit qu'il y a une évolution parce que se pose aussi à l'avenir la question du recrutement des armées professionnelles et pas seulement des services militaires. Et peut-être que la question du recrutement est d'ailleurs plus cruciale que celle du service militaire, parce qu'il y a des classes d'âge creuses, comme on dit en démographie, c'est-à-dire des classes d'âge moins nombreuses qui vont arriver à l'âge adulte, que les armées recrutent sur un vivier qui est finalement assez stable dans chaque classe d'âge. On sait qu'il y a
entre 10 et 20% de jeunes Français qui sont prêts à se poser sérieusement la question de l'engagement sur l'uniforme. Ils ne sont évidemment pas 10 à 20% à candidater auprès des armées. Et donc, ce vivier n'étant pas extensible, il faut peut-être être capable d'aller susciter des vocations. Et pour susciter des vocations, il faut connaître chaque classe d'âge. Et on voit qu'on est dans des raisonnements qui sont un peu similaires à ceux qu'il y a dans les pays dont nous parlions tout à l'heure, en Europe du Nord, en Europe de l'Est, où la question d'identifier les profils dont on peut avoir besoin devient une question cruciale et qui permet aussi de venir peut-être plus intelligemment poser la question des liens entre la jeunesse et les armées. Justement, avec cette baisse importante du taux de natalité qui va réduire le vivier de recrues, est-ce qu'il ne faudrait pas adopter un modèle de conscription à la suédoise pour que tous les postes nécessaires au beau fonctionnement de l'armée française à terme, soit occupé? Alors, il peut y avoir plein de manières de susciter des vocations, y compris en tirant au sort un certain nombre de personnes, et c'est ce qui effectivement se pratique dans un certain nombre de pays, et en allant chercher chez ces personnes tirées au sort ceux qui seraient le plus motivés, pour que la question, en fait, et sans doute est-ce la question que nous n'avons pas abordée depuis le début de cet entretien, la question est de savoir pourquoi, en fait, est-ce qu'on aurait besoin de ces jeunes Français, de ces jeunes Françaises, pourquoi faire et dans quel type de scénario. Et c'est là, en fait, qu'il faut revenir probablement à une question qui est une question très politique, en fait, de demander aux Français ou de dire aux Français ce pourquoi nous considérons que nous avons besoin d'une armée qui fasse un volume que nous définissons collectivement, qui soit équipé de telle manière plutôt que de telle autre, parce qu'en fait, trop souvent, on décorrèle cette question du recrutement, de la mobilisation, de l'esprit de défense, des scénarios réels qui permettent de comprendre à quoi servent les armées. Et il faut avoir conscience qu'on évolue dans un pays, d'abord qui est protégé sur son territoire par la dissuasion nucléaire, et que la population française, en fait, l'a appris, le sait. C'est-à-dire que ça fait maintenant plusieurs décennies que nous l'avons appris. Une population aussi qui a vécu la guerre froide en apprenant, crise après crise, tension après tension, que finalement la dissuasion nucléaire à l'échelle internationale permettait de faire baisser le niveau d'intensité de la conflictualité armée. Donc nous avons tous collectivement appris que notre territoire est plutôt protégé contre une invasion par une armée ennemie. Et en fait, ça vient profondément reconfigurer la manière dont une population se situe par rapport à son armée. Et ça continue de le configurer. C'est-à-dire que malgré la menace russe à l'est de l'Europe, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Français se trouvent à l'ouest de l'Europe, protégés par la dissuasion nucléaire. Et donc, en fait, quand on se pose la question de la mobilisation, il faut revenir à des questions qui sont des questions politiques, c'est-à-dire pourquoi voulons-nous mobiliser, pour quel type de projet, et avoir conscience que la manière dont une population se mobilise n'est jamais exactement la même lorsqu'elle se mobilise dans un scénario qui est celui de la défense de son territoire, et lorsqu'elle se mobilise dans un scénario qui est celui de la projection d'une force à l'extérieur de son territoire, même si on parle d'un théâtre européen. Merci Bénédicte Chéron. Merci à vous. Pour suivre l'actualité des armées européennes et plus largement les questions de défense, je vous invite à vous abonner sur l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc le 1er juillet pour un nouvel épisode.